jeudi. Aujourd'hui, nous recevons Isiaka Abdillah, ancien conseiller général de Bandrabois, candidat aux dernières élections législatives. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour. Alors Isiaka Abdillah, vous êtes un politicien et un observateur de notre île. Face à cette flambée de violence, comment jugez-vous l'action de nos élus? Je ne juge pas l'action de nos élus, je juge juste, je donne un avis par rapport à la situation. C'est une situation qui était prévisible, hein. Ça fait déjà des dizaines d'années que les gens réclament un peu plus de sécurité. Moi, personnellement, j'ai adressé une lettre ouverte au président de la République, j'ai adressé une lettre ouverte au président Azali. Il faudra que ces deux chefs d'État, à un moment donné, se mettent autour d'une table pour trouver une solution à propos de cette violence qui concerne à la fois des enfants, des jeunes français, mais aussi des jeunes d'origine comorienne. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. J'ai compris que la déclaration hier du président de la République va dans le sens d'une rencontre, en tout cas d'une discussion bilatérale pour trouver une solution. Mais j'ai bien peur que si on n'agit pas, mais vraiment de fond sur le problème, qu'on aille davantage vers un chaos. Alors justement, la réaction, enfin, parmi les propositions que propose le président de la République, il propose de renforcer la surveillance au niveau de nos frontières en mer. Est-ce que, enfin, cette annonce-là, on l'a déjà entendue. Est-ce que c'est la réponse à ce fléau? C'est une des réponses. Mais aussi, on peut, par exemple, tout bonnement, parce que les lois de notre pays, les lois de la France sont ce qu'elles sont. Elles nous protègent ou ne nous protègent pas. On a l'impression qu'on n'est pas protégé. Sinon, il faut trouver un cadre de juste milieu lorsqu'un délinquant qui n'est pas français est reconnu coupable sur le territoire de Mayotte puisse être emprisonné, condamné dans son pays d'origine. Et c'est là, il faut une coopération judiciaire entre les États, que ce soit à Madagascar, que ce soit avec les Comores. Mais dans un climat apaisé, c'est dans un climat apaisé qu'on trouvera la solution. Ce n'est pas chacun en fuyant ses responsabilités. La France a fui ses responsabilités pendant des années. Les Comoriens ont fui aussi leurs responsabilités. Et donc, maintenant que les choses... Parce que je ne pense pas que c'est dans l'intérêt des Comores de recevoir plus tard des citoyens à la fois qui ont eu comme départ dans leur vie la prison. Ce n'est pas dans l'intérêt de la France d'avoir aussi des citoyens, des adultes qui auront commencé leur vie par la prison. Je ne pense pas que les deux États ont un intérêt que ça soit ainsi. Alors, depuis l'élection du président de la République, là, il est à son deuxième mandat. C'est la première fois qu'il réagit face à ce fléau de violence à Mayotte. Vous en pensez quoi? Il était temps? Là, c'est parce que les Mahorais, enfin les élus Mahorais, ont porté la problématique au devant de la scène et il est mis en difficulté sur le plan national par rapport à sa politique de lutte contre l'immigration et contre les actes de violence. Je crois que c'est la raison de sa réaction. Mais je ne le blâme pas. Il va dans le bon sens. Maintenant, il faut des résultats concrets. Et est-ce que la médiatisation de tout ça au national est bon pour nous? Est très bon pour nous. Ça va faire des dégâts parce que ça va encore amplifier. On va encore être traduit comme un territoire de violence, donc ça va impacter. Mais ça fait déjà des années que les touristes ne viennent plus. Donc ce ne serait pas une nouveauté si les touristes ne viennent pas. Mais je crois qu'il faut médiatiser et enfin trouver des solutions qui permettront aux Mahorais de vivre en paix. Et selon vous, ça serait quoi ces solutions? Ces solutions, moi je vois déjà, je parlais de la coopération judiciaire parce que certaines lois, les lois de la France ne peuvent pas être modifiées comme ça, alors que si nous avons une coopération judiciaire, un jeune originaire de n'importe quel pays de la région qui aura été reconnu coupable d'actes de
violences, d'actes criminels ici puisse être emprisonné sur son territoire après avoir été reconnu par la justice française coupable. Ça, c'est la coopération judiciaire. Et puis, adapter effectivement, là où les choses peuvent être faites, adapter nos lois par rapport aux réalités de Mayotte. Mais excusez-moi, pour cette première solution, la coopération judiciaire, il faudrait qu'on interpelle, qu'on arrive déjà à interpeller les jeunes jusqu'à présent. Oui, il faut arriver déjà à les interpeller. Il faut déjà arriver à les interpeller. Alors, l'interpellation, c'est quoi? Parce que ça me paraît bizarre que des actes qui sont déroulés, ça fait 5 jours ou plus de 5 jours, qu'il n'y ait pas encore d'interpellation. Il faut qu'on active. Nous avons les moyens. Ces jeunes-là, lorsque le bus a quitté Dzumoyen pour venir à Majicabo, pour passer vers Majicabo, il y a eu des informations. Les jeunes communiquent les délinquants communiquent entre eux. Les moyens de communication, c'est nous qui les maîtrisons. C'est le pouvoir public. Donc, il faut des moyens d'écoute. On n'a pas besoin forcément des policiers en uniforme sur les routes. On a aussi besoin de policiers capables d'écouter, de tracer, de repérer les jeunes et de les neutraliser. Ça aussi, c'est un moyen qu'on n'a pas assez demandé parce qu'on demande surtout des policiers en uniforme, mais aussi tout le travail qu'il y a derrière d'écoute, de suivi et surtout de surveillance de ces bandes qui sont mouvantes. Tout le monde est d'accord que c'est des bandes qui se déplacent. Mais il faut des moyens de surveillance accrus et puis au besoin de les neutraliser. Et la réponse du gouvernement avec l'envoi du RAID, est-ce à la hauteur? C'est spectaculaire. Ils vont arriver avec leurs machines modernes là, impressionnantes. Ils sont déjà là. Ils sont là, oui. Mais ils partiront au bout de quelques jours. Bon, le temps de leur présence, on sera en paix, mais ça ne résout pas le problème sur le long terme. Sur le long terme, il faut des solutions, comme je l'ai dit, des moyens d'écoute, parce que ces jeunes utilisent les moyens modernes que nous avons mis en place, notamment le téléphone. Ils se communiquent. Et donc, il faut qu'on ait les moyens de les repérer. Et puis, développer les moyens existants, les caméras de surveillance. Peut-être les élargir dans certaines zones, et puis ne pas les laisser, je dirais, vandaliser, oui. Mais c'est des moyens modernes qu'on peut les utiliser. Et donc, je pense que les annonces aujourd'hui vont dans le bon sens, mais me semble, je ne dirais pas qu'ils arrivent trop tard, mais je pense qu'il faut aller en profondeur, se dire les choses en face. Alors, autre sujet, vous avez publié une longue tribune sur la piste longue, et si je vous ai bien compris, vous pensez que le projet est mort? Il est mort depuis 20 ans. Il est mort. On nous fait croire qu'il existe, mais en fait, il n'existe pas. Lorsqu'on a fait le choix de ce projet, une piste convergente, ça fait 20 ans, tout le monde était d'accord que c'était la meilleure solution. Il y a eu des débats publics. Par la suite, ceux qui conduisent le projet nous disent qu'il y a un dugong à Pamanzi, mais les Mahorais n'ont jamais vu parce que les Mahorais n'étaient pas associés là-dessus. Il n'y a pas un seul Mahorais, un responsable Mahorais qui a plongé, qui a vu ce dugong. On se fie aux paroles des experts. Et puis maintenant, on nous dit, c'est pas seulement le dugong, il y a le volcan. Donc, on va quand même maintenir le projet par rapport au scénario 2, la piste convergente, mais il faudra le rehausser 9 mètres au sud, 7 mètres au nord. Ça fait de jolis immeubles, au moins R+1, au moins R+1. Ça veut dire plus haut que l'ensemble, à peu près comme l'abattoir et Pamanzi. Et on nous dit, si nous faisons le choix de ce scénario, il faut 4 millions de mètres cubes. Sur ce plateau, la semaine dernière, l'imminent professeur Thomasson s'interrogeait, où est-ce qu'on trouvera les 4 millions de mètres cubes? Et donc, c'était une façon de nous dire, voilà, on prend le scénario 2,
Il nous faut 4 millions de mètres cubes de matériaux pour faire l'enrochement, le digue-enrochement. C'est presque un tiers de la petite terre qu'il faudra raser. Et on nous dira, en 2000, on nous dira que Mayotte ne dispose pas de ses réserves de matériaux pour réaliser ce projet. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, on nous dit, et on nous prépare là, et c'est là où il faut être vigilant, on nous prépare, on nous dit, on fait des études alternatives pour voir si on peut réaliser l'ouvrage en grande terre. Mais il y a déjà 20 ans derrière, cette étude a été déjà réalisée et le choix de Pamandzi a été fixé. Mais maintenant, on nous dit il faudra aller en grande terre. Et tout ça, ce sont des éléments. On n'a pas besoin qu'on nous dise, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise, on ne le fera pas. Puisque Macron lui-même, lorsqu'il est arrivé en 2019, il a dit « Je viendrai poser la première pierre à la fin de mon premier, c'est-à-dire son premier quinquennat. » On est au second. Le préfet Colombé déclare ici, à Mayotte Première, les travaux commenceront en 2023. Il est parti. D'autres sont venus déclarer ici même, sur Mayotte la Première, que les travaux commenceront en 2026, avec un coût de 700 millions d'euros. C'est gros comme un éléphant. Alors, une piste longue en grande terre, la petite terre comme aéroport militaire, ça peut être une idée, mais encore faut-il que ça soit dans le SAR. Vous dites, est-ce que vous vous êtes rapproché du président Benissa Ousseni à ce sujet? Je pense que ces conseillers ont lu la tribune. Moi, j'attire juste l'attention. Il y a une dizaine d'années, il y a eu le PAD. Il était prévu une maison de la mer à Bouéni, la commune de Bouéni. C'est un grand projet avec avec un laboratoire d'Ifremer, recherche en mer, recherche sur l'exploitation de la mer. Tout est bien, il fallait réaliser le projet à Bouéni. Un jour, un expert qui vient de l'extérieur, qui ne connaît pas, arrive et nous dit non, Bouéni, ce n'est pas le meilleur site. Il faudra le ramener à Ajangwa. Mais Ajangwa voudrait dire quoi? Qu'il fallait modifier le PADD. Donc on a commencé en 2011 à modifier le PADD, qui est opposable au tiers, parce qu'on ne pouvait pas réaliser sans modifier le PADD. Et jusqu'à maintenant, le PADD n'est pas modifié. Le PADD n'est pas modifié. La maison de la mer n'est pas construite ni à Bouéni, ni à Ajangwa. On n'a pas le laboratoire de l'Ifremer. En fait, ce qu'il faut résumer par là, tout ce qui n'est pas inscrit dans le SAR aujourd'hui, si demain le SAR est validé, ce qui est fort, ce sera justement le cas, ne se réalisera pas. C'est pourquoi j'appelle au président, au conseil départemental, d'inscrire le projet d'une piste longue en grande terre. S'il ne se réalise pas, il se réalise finalement en petite terre. Tant mieux, c'est le vœu de tous les Mahorais. Mais si on nous dit en petite terre, ça va coûter 1 milliard après avoir passé de 500 à 700 millions, d'abord de 250 à 500 millions, et maintenant 700 millions en 2026, puis on nous dira ça coûte 3 milliards, 1 milliard, il faut l'abandonner. À ce moment-là, on aura un site en grande terre qui serait prêt à accueillir l'ouvrage. Alors, l'Assemblée nationale, rapidement, l'Assemblée nationale va peut-être être dissoute. Est-ce que vous serez candidat? Je pense qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Macron n'aura jamais le courage de le faire. Donc l'Assemblée nationale ne sera pas dissoute. Ça, c'est une question de courage. Et je pense que Macron n'aura pas le courage de le faire. Merci beaucoup, Issaka Abdillah, d'être venu chez nous aujourd'hui.